Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux femmes dans le cadre des relations amoureuses. Et j'ai fait un constat qui est quand même intriguant. La plupart des femmes vous disent en général qu'elles recherchent un homme qui va les accepter telles qu'elles sont. Elles nous font savoir que l'homme doit m'accepter tel que je suis. Il doit m'aimer comme je suis. C'est Dieu qui m'a créé ainsi, donc de toutes les manières, s'il m'aime vraiment, il doit pouvoir accepter la femme que je suis avec ses tares, avec ses atouts et surtout avec ses prédispositions. Par contre, l'observation que je fais lorsqu'il s'agit maintenant des femmes qui recherchent des hommes, c'est le fait que ces femmes en général ont beaucoup de critères, parfois des critères très exigeants. Vous allez voir des femmes qui vous disent qu'elles recherchent un homme qui est charismatique, un homme qui est intelligent, un homme qui est attentionné, un homme qui sait prendre soin de lui, un homme qui sait très bien se vêtir, un homme qui a une bonne famille, qui a un bon background sur le plan professionnel, un homme qui naturellement a des moyens financiers pour pouvoir s'occuper d'elle, un homme qui sexuellement s'en sort plutôt très bien, un fort aux fesses comme on le dit au Cameroun, un homme qui saura bien éduquer ses enfants, un homme qui saura mettre la priorité sur la famille, un homme qui sera fidèle, un homme qui saura l'accompagner dans la réalisation de ses projets, un homme qui ne sera pas radin, qui va pouvoir facilement lui donner de l'argent, contribuer à son évolution. Et je pourrais continuer comme ça avec des critères jusqu'à l'infini. Quand vous discutez avec des femmes, pas toutes les femmes bien évidemment, mais la plupart de plus en plus ont ce type de critères. Et lorsque les hommes essayent d'avoir une logique similaire, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que les femmes sont hypergames pour la plupart. Hypergames, c'est-à-dire qu'elles recherchent toujours des hommes qui ont un niveau supérieur à elles, dans toutes les dimensions. Elle veut un homme qui est supérieur à elle en âge. Elle veut un homme qui est plus grand qu'elle en taille. Elle veut un homme qui gagne plus d'argent qu'elle. Elle veut un homme qui est plus intelligent qu'elle. Elle veut un homme qui a toujours quelque chose de plus par rapport à elle pour avoir le sentiment que grâce à cet homme, elle est en train de progresser. Grâce à cet homme, elle est en train de s'améliorer. Elle est en train de passer à un autre palier. Donc, les femmes en général sont hypergames. Mais lorsque les hommes essayent d'avoir la même logique, la plupart des fois, ça devient directement problématique pour ces mêmes femmes. Lorsqu'un homme dit « je ne veux pas d'une femme », par exemple, qui ne fait rien, je ne veux pas d'une femme qui n'a pas d'activité, je ne veux pas d'une femme qui ne gagne pas d'argent et qui n'est pas capable d'avoir quand même la possibilité d'assurer un certain minimum, je ne veux pas d'une femme qui s'habille n'importe comment, je ne veux pas d'une femme infidèle, je ne veux pas d'une femme qui ne s'exprime pas bien, je ne veux pas d'une femme qui n'est pas cultivée, ainsi de suite. Lorsque les hommes commencent à mettre en place ce type de critères, ces mêmes femmes commencent à estimer qu'ils sont trop exigeants, qu'ils doivent accepter les femmes telles qu'elles sont, que les femmes représentent le berceau de l'humanité, que c'est la femme qui donne la vie. Est-ce qu'on fabrique les enfants? On doit les aimer telles qu'elles sont. Et voilà, c'est comme ça, on doit s'occuper d'elles, ainsi de suite. Et cette vision de la vie est en train de détruire notre société parce que moi j'ai fait un constat, beaucoup plus en Afrique, je ne sais pas si c'est le cas en Occident aussi. C'est le fait que de plus en plus,
les jeunes couples divorcent. Ça veut dire, vous voyez des personnes qui se marient très jeunes et qui divorcent aussi très tôt. Vous voyez des personnes qui se marient après 5 ans sont déjà en train de lancer des procédures de divorce, 3 ans, 2 ans. Et quand vous regardez, la plupart des fois, ce sont des jeunes. Ça veut dire qu'on a idéalisé le mariage. Je laisse le critère du mariage parce que j'aurais pu le citer avant. Il y a des femmes qui disent que je vais me comporter comme une femme lorsque tu vas m'épouser, lorsque je serai ta femme, lorsque tu m'auras doté, lorsqu'on sera allé à la mairie et à l'église. Tant que tu ne le fais pas, je ne peux pas me comporter comme une femme vis-à-vis de toi. Mais par contre, elle voudrait que tu te comportes comme un mari, c'est-à-dire que tu t'occupes d'elle, que tu finances tout, que tu l'aides à progresser, que tu sois fort au lit, que tu sois quelqu'un de très attentionné. Donc, elle veut que tu te comportes comme un mari, mais elles estiment que pour qu'elles se comportent comme une femme, il faudrait que tu puisses les épouser. Je reviens donc à la thématique du divorce. Qu'est-ce qui peut pousser les jeunes couples à divorcer autant? Parce que nos ancêtres ne vivaient pas les mêmes choses. Moi, je regarde par exemple mes parents se sont mariés, avant le décès de ma mère, mes parents avaient déjà fêté leurs 50 ans de mariage. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nos parents n'avaient pas de problème? Je pense que nos parents avaient des problèmes, hein, si. Nos parents faisaient face aux mêmes réalités que nous, peut-être pas de la même façon, parce qu'il y a de nouvelles générations, il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'autres paramètres qui ont changé. Mais je suis certain que nos parents faisaient aussi face à des challenges, à des problèmes. Mais pourquoi nos parents duraient beaucoup plus en couple? Certains me disent que voilà, c'est parce qu'avant, les mamans supportaient beaucoup de choses, elles toléraient beaucoup de choses, alors que c'était insupportable, elles vivaient le martyre. Moi, directement, la question que ça me pousse à avoir, c'est pourquoi nos jeunes filles ne tolèrent plus? Ça veut dire quoi? La capacité de tolérance de nos mamans était plus élevée que celle de nos filles aujourd'hui? Si oui, pourquoi? Pourquoi ce que nos mamans arrivaient à tolérer, aujourd'hui les jeunes filles n'arrivent plus à le tolérer? Pourquoi il y a autant de divorces? Pourquoi aujourd'hui les relations sur le plan amoureux deviennent autant conflictuelles? Je n'ai pas envie de parler de l'aspect intérêt parce que j'estime que tout le monde recherche toujours un intérêt et l'intérêt n'est pas toujours financier. L'intérêt peut être... Il y a des personnes qui ont un bon aura. Il y a des personnes avec qui on aime discuter. Il y a des personnes avec qui on aime passer du temps. Il y a des personnes qui sont tellement intéressantes que passer du temps avec elles vous permet de grandir spirituellement, moralement, intellectuellement, ou même financièrement à travers des conseils, des retours d'expérience. Donc du coup, on a toujours forcément un intérêt lorsqu'on se met avec quelqu'un. On n'aime pas pour rien, en tout cas moi je ne le crois pas. Parce que lorsqu'on parle d'intérêt, beaucoup de personnes se disent que c'est seulement trait à l'argent. Non. On peut aimer être avec quelqu'un parce que cette personne nous permet de progresser spirituellement, nous permet de progresser sur le plan culturel, nous permet de progresser sur le plan social, nous permet de progresser dans divers aspects de la vie. Donc l'intérêt, c'est un aspect qui guide nos choix. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Mais qu'est-ce qui fait donc en sorte qu'aujourd'hui, les jeunes couples n'arrivent plus à tenir pendant longtemps? Moi, j'ai besoin d'avoir vos avis en commentaire. Parce que dans le monde entrepreneurial, c'est encore pire. Parce que là, je parle même encore des couples peut-être qui ne sont pas entrepreneurs, où il n'y a pas une femme entrepreneur ou un homme entrepreneur. Parce que quand on ajoute à ça les challenges liés à l'entrepreneuriat, quand on ajoute à ça la pression, quand on ajoute à ça la dépression, quand on ajoute à ça toutes les contingences qui tournent autour de la vie d'un entrepreneur et qui doit conjuguer avec tout cela pour pouvoir avoir une relation amoureuse conviviale avec sa copine, ça devient une équation extrêmement difficile à résoudre. Si j'ajoute encore le patrimoine qu'il faut préserver, qui a un impact sur le régime matrimonial, qui a un impact sur la gestion des enfants, qui a un impact sur tous ces différents aspects, ça devient très compliqué. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche aux hommes et aux femmes de trouver un terrain d'équité
qui leur permet de vivre pendant longtemps? J'ai besoin d'avoir vos avis en commentaire. Je n'ai pas la prétention d'avoir la solution, hein. Je réfléchis juste, je fais des constats. J'ai des amis qui sont avocats. Parfois, je m'en vais au tribunal. Je vois beaucoup de procès, de divorce. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'en Afrique, plus de 80% des cas de divorce, des procès de divorce, ce sont dans des couples monogamiques. Comment ça se fait qu'on va à la mairie, on verse le riz sur vous, vous étiez content devant le maire, vous êtes allé à l'église, on est allé doter la femme, vous avez dit monogamie, bien commun, tout le monde était fier, on a tué les gros porcs, on a mangé, on a bu, les familles, on fait tellement de choses pour que 3 ans, 5 ans après, on soit au tribunal en train de divorcer. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui a changé de nos jours qu'avant il n'y avait pas? Quel est le problème? Est-ce que les femmes sont devenues plus exigeantes? Est-ce que les hommes ont changé? Est-ce que l'offre est devenue plus importante que la demande? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce que ce que je suis en train d'expliquer a une influence profonde dans notre société et même sur le plan économique. Parce qu'une famille qui se sépare, moi je dis toujours que la société c'est un ensemble de familles. Ce sont des familles mises ensemble qui constituent la société. Dans la famille, on a le père, on a la mère et on a les enfants. Ça c'est le socle familial qui peut s'élargir maintenant avec la famille au-delà de l'aspect nucléaire, avec les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, ainsi de suite. Mais on a d'abord ce socle familial qui est la famille nucléaire, les parents et les enfants. Mais quand les parents et les enfants se séparent déjà, n'arrivent pas à rester ensemble, ça crée donc des familles monoparentales avec des enfants qui auront un impact. Parce que quand je parle de cela, je n'ai pas envie d'entrer dans trop de détails avec les violences conjugales et tout ce qui va dans ce sens-là. Mais dès qu'on arrive dans ce cas de figure, on aura donc des enfants qui sont déphasés sur le plan social, déphasés sur le plan spirituel, parfois déphasés sur le plan économique parce que peut-être l'un des parents ne prend pas en charge un certain nombre de choses. Et du coup, ça devient une situation qui est très compliquée. Compliquée dans le sens où l'enfant, là, demain, n'étant pas suivi comme il faut, peut se retrouver en train de devenir drogué, peut se retrouver en train de fuguer, peut se retrouver dans le grand banditisme, peut se retrouver dans la prostitution. Cet enfant-là qui demain deviendra un entrepreneur déséquilibré, deviendra un ministre déséquilibré, deviendra un employé, un fonctionnaire déséquilibré, déséquilibre provenant de sa famille qui a été elle-même déséquilibrée par un divorce qui a été provoqué par l'homme et la femme qui se retrouvent en train d'être en dualité, en affrontement permanent. Parce que quand j'en parle, on a l'impression peut-être que je suis parti du particulier, mais maintenant je m'en vais au général. Ça a un impact économique profond. Ça crée des personnes qui sont troublées sur le plan mental. Les maladies mentales, on n'en parle pas assez. Ça s'aggrave de plus en plus. En Afrique, c'est tabou. Lorsqu'on dit à quelqu'un que va consulter chez un psychiatre, il a l'impression que c'est une insulte, que c'est une injure, qu'on est en train de lui dire qu'il est fou. Mais non, les maladies mentales, elles sont très graves. Il y a des personnes qui se mettent en couple alors que l'un des partenaires souffre d'une maladie mentale. Parfois les deux. Et les deux parfois sont ignorants de leur maladie et du coup ça entraîne des phénomènes graves avec des enfants qui vont souffrir encore plus. Et quand ils vont souffrir, ils vont grandir avec ces souffrances, avec ces séquelles et ils vont convertir ces séquelles en action, en attitude, en comportement dans leur propre relation, détruire leur couple eux aussi, détruire la société parce que estimant que n'ayant pas bénéficié de certaines choses vont devenir aigris, vont vouloir. Mais c'est quelque chose de catastrophique. Moi je dis souvent que dans chaque pays il devrait avoir normalement le ministère de la joie et du plaisir. Il devrait avoir un ministère qui évalue la joie et le plaisir dans chaque famille. Pour savoir, bon, vous êtes mariés là, vous vivez ensemble, d'accord. Est-ce qu'il y a de la joie dans votre famille? Est-ce qu'il y a du plaisir? Et plaisir dans tous les sens du terme, mais même sur le plan sexuel. Il doit avoir un ministère qui évalue le plaisir des couples. Parce que si le problème est sexuel, il faut donc qu'on puisse résoudre le problème. Il doit y avoir un ministère qui s'intéresse à ça, qui fait intervenir les professionnels de santé à travers le ministère de la Santé
le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Femme et de la Famille. Il doit avoir, on doit s'intéresser à ça parce que ça a un impact sur la société directement. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur, tu as besoin de faire un dossier, tu arrives dans un bureau, tu rencontres une femme. C'est elle qui doit suivre ta procédure. Sauf que cette femme est dans un foyer déséquilibré, où elle ne s'entend pas avec son mari, où il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas le plaisir dans ce foyer-là. Du coup, elle te parle de manière hautaine, elle t'insulte, elle ne te regarde même pas, elle te méprise parce qu'elle a un problème de plaisir et de bonheur dans son foyer. Et du coup, elle est en train de faire ralentir ta procédure. Toi qui es un entrepreneur, peut-être tu viens de la diaspora, tu veux investir. Rien qu'elle peut t'empêcher de continuer ton processus d'investissement. Ça baisse l'attractivité économique du pays. Ça fait fuir les investisseurs. Ça réduit le PIB du pays. Ça joue sur l'indice de développement humain du pays. Ça augmente les importations parce que les entrepreneurs locaux vont se dire, comme c'est aussi complexe parce que les procédures sont complexes, du coup, tant mieux importer, encore que même là ce n'est pas facile. À la douane, tu vas toujours trouver un homme déséquilibré dans son couple. Tu vas trouver un enfant qui est sorti certes de l'école, mais c'est lui qui travaille sur ton dossier, mais il vient d'une famille monoparentale où son père battait sur sa mère. Lui-même, il est déséquilibré, c'est lui qui doit gérer ton dossier. Et il te voit peut-être comme l'un de ses bourreaux. C'est complexe. Vous voyez, depuis je parlais des relations de couple comme un jeu, mais ça a un impact dans toute la vie. Ça a un impact partout. Donc, ça c'est une vidéo philosophique. Le but était vraiment qu'on puisse discuter, que chacun puisse me donner son avis et qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être vous allez avoir de bonnes astuces et de bonnes solutions qui vont nous aider. Donc, moi, j'attends vos avis en commentaire. J'attends vos astuces. J'attends vos explications et peut-être vos suggestions aussi. Et étant donné que nous avons décidé de lancer un programme sur la discipline durant ce mois de janvier 2025, s'il y a des personnes qui ont des problèmes de discipline, qui voudraient que je puisse les accompagner à être plus disciplinés, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous allez remplir un formulaire, nous avons un ensemble d'offres. Et en fonction de l'offre que vous allez choisir, je vais travailler avec vous durant toute cette année afin qu'ensemble, nous soyons plus disciplinés. Donc j'attends vos avis en commentaire et ce sera un plaisir pour moi de discuter, d'échanger et d'apprendre aussi. À très bientôt pour une nouvelle chronique. La principale raison pour laquelle tes projets ne fonctionnent pas, c'est parce que tu manques de discipline. La compétence, l'expérience, le talent, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. Lorsque tu manques de discipline, il est impossible de réaliser quoi que ce soit. Qu'importe les moyens dont tu disposes, qu'importe ton relationnel, qu'importe tes prédispositions et qu'importe toutes les ressources que tu vas mettre en jeu. Je l'ai compris à mes dépens durant ces 10 dernières années de mon expérience entrepreneuriale. 2 entrepreneurs qui vont lancer le même projet, celui qui réussira à se développer sur le long terme sera celui-là qui aura conservé une discipline sportive avec une résilience sans faille. Si tu prends l'engagement en 2025 de réaliser une vidéo par jour et que tu réussis à le faire pendant les 365 jours de l'année, je peux te garantir qu'en 2026, tu auras plus de notoriété, tu auras plus de visibilité, tu auras gagné plus de marché, tu auras eu plus de clients et tu seras passé à un autre niveau, même si dans tes vidéos, tu racontes des bêtises. Parce que comme je le disais, la compétence, l'intelligence, l'expérience, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. La discipline est tellement puissante qu'elle est plus importante que le talent. Oui, vous pouvez être talentueux, vous pouvez être un génie, mais si vous n'êtes pas discipliné dans ce que vous faites, il sera impossible pour vous d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année 2025. C'est donc la raison pour laquelle nous avons décidé de concevoir un programme pour vous accompagner à être beaucoup plus discipliné. Parce qu'on ne passe pas d'indiscipliné à discipliné sans une transition où on vous impose cette discipline, comme dans l'armée.
Si vous êtes quelqu'un d'indiscipliné, pour devenir discipliné, on doit vous imposer la discipline. Et moi, j'ai décidé de vous imposer la discipline, bien sûr, si vous souhaitez que je puisse vous accompagner. Nous avons donc conçu un programme d'accompagnement qui est basé en 2 phases. La première phase, c'est un programme vidéo de plus de 4 heures de temps sur la discipline que vous allez suivre et dont vous allez réaliser un résumé. Et la deuxième phase, c'est un suivi qui va se dérouler dans un groupe privé dans lequel toutes les personnes qui ont regardé la vidéo vont intégrer ce groupe et vont donc effectuer des tâches au quotidien en fonction de leurs objectifs et de leurs activités. C'est-à-dire que lorsque vous allez intégrer le groupe après avoir regardé la vidéo de près de 4 heures de temps dans laquelle je parle de la discipline, vous allez nous parler de votre activité à travers quelques questions que je vais vous poser et nous allons donc décliner une feuille de route. Et cette feuille de route-là, je vais vous imposer tous les jours de pratiquer l'activité que vous êtes censé pratiquer ce jour-là. Et si après un certain moment, vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez tout simplement être éjecté du groupe, même après avoir payé. C'est aussi ça la discipline. Et le fait de le faire en groupe permet que vous puissiez voir comment les autres sont en train de progresser afin que vous puissiez rester discipliné. C'est ce qu'on utilise parfois dans des sports collectifs. Vous vous rappelez, lorsque nous étions encore à l'école, par exemple au secondaire, lorsqu'on étudiait en groupe, c'était beaucoup plus facile d'étudier pendant longtemps parce que lorsque toi tu es en train de vouloir dormir, tu te rends compte que tes camarades sont en train d'étudier et tu te dis donc je vais être le dernier, je ne veux pas être le dernier du groupe. C'est dans le même principe que nous avons décidé de concevoir pour ce programme. Donc si vous souhaitez participer à ce programme afin que je puisse vous imposer la discipline qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire. Nous allons vous contacter pour vous permettre de participer à ce programme qui fera certainement de vous une meilleure personne en 2025 avec plus de discipline. Car comme je le disais au début de cette vidéo, le talent s'arrête là où la discipline commence. Cliquez sur ce lien et rejoignez-nous dans ce programme qui fera de vous des personnes disciplinées et qui naturellement atteignent leurs objectifs.